Georges Malbruno et Christian Chesneau, notre reporter quittait à son tour Bagdad, direction la ville sainte de Nadjaf. Objectif, filmer le combat des miliciens chiites fidèles d'un chef religieux rebelle, Moqtada al-Sadr. Ces combattants retranchés dans le mausolée d'Ali, un des lieux les plus sacrés pour les chiites, subissaient depuis 3 semaines l'assaut des soldats américains et irakiens. La caméra de Grégoire Degnaud est la seule à avoir été témoin de ces derniers jours de siège à l'intérieur du mausolée d'Ali. C'est son carnet de route que vous allez découvrir, un reportage exclusif et un témoignage unique sur la guerre en Irak. Le mausolée d'Ali est assiégé depuis 3 semaines par les Américains. Cela fait 2 jours que je suis sur place. Les combats sont de plus en plus violents. La vieille ville, désertée par ses habitants, brûle, mais Moqtada Sadr, le jeune chef chiite rebelle, n'a pas l'intention de céder. Plus personne ne peut rentrer ou sortir. Pour atteindre le mausolée, j'ai dû traverser Nadjaf, contrôlé par les Américains, et convaincre mon traducteur qui ne veut pas aller plus loin. Il faut bien s'enseigner parce que peut-être qu'ils ont bloqué les routes, mais qu'on peut quand même passer, c'est ça? Non, non. Non. Il y a des Américains là-bas. Seule solution pour approcher la ligne de front, éviter les barrages dressés par les Américains et se renseigner sur les chemins de traverse. Bonjour. Mais par où on passe pour aller au mausolée d'Ali? On veut s'arrêter le plus loin possible. Tu prends cette rue-là. Jusqu'au bout? Oh, mais attention, il y a des francs-tireurs. Nous, on veut savoir où arrêter la voiture. Tu vas par là, et quand tu vois les chars, tu t'arrêtes. On va passer par là-bas. Il y a des chasseurs ici. Et quoi, les Américains? Oui. Ce que mon interprète appelle des chasseurs, ce sont des soldats américains embusqués qui tirent sur toute personne s'approchant de leur ligne, des snipers. Nous croisons les premiers chars, il faut continuer à pied. Il y a encore quelques jours, ce quartier était au centre des combats. Maintenant, il est sous contrôle américain. Cet homme, un habitant de Nadjaf, se propose de nous guider. Sans lui, il serait impossible de progresser. Salut. Ça fait 4 jours qu'on t'a pas vu. Comment tu vas? Et la santé, ça va? Il fait partie de l'armée du Mehdi. Il est membre de l'armée. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver d'où? De là-bas? Oui. Et comment ça se passe à l'intérieur? On a le contrôle de la vieille ville. On peut y aller là? On peut passer? Vous pouvez y aller en passant par cette route. Elle est ouverte. Par où? Par là, tu passes par cette descente et tu y es. Et les tireurs d'élite? Les snipers, ils sont loin de toi. Tu lèves les mains et tu passes. Et au fait, je crois que j'ai vu ta mère. Elle est chez ton oncle. Voici la rue de la Médina, la frontière entre les insurgés et les soldats américains. Vite, il y a des snipers. En face, nous rentrons dans le secteur contrôlé par l'armée du Mehdi, la milice du chef rebelle Moqtada Sadr. Journaliste français. Éteins ça. Premier avertissement. Il est interdit de filmer les combattants, mais pas d'avancer. Au bout de la rue Al-Sadek, le tombeau d'Ali. Tout de suite, l'atmosphère change. Au milieu de ce chaos, il reste quelques habitants pris au piège, coupés du monde. En me voyant, leur première demande est un téléphone satellite pour appeler leur famille. Je t'appelle de Nadjaf. De Nadjaf. Dis-leur qu'on va bien, il n'y a rien. Dès que la route va s'ouvrir, je reviens. Il faut maintenant traverser une dernière rue sous le feu des Américains.
Des 4 portes du mausolée, seule celle située au sud est encore ouverte. Chaque personne y est contrôlée, fouillée. Les armes sont interdites dans ce lieu sacré. 400 pèlerins ont choisi de rester coûte que coûte pour, disent-ils, protéger le tombeau d'Ali et soutenir leur chef, Moqtada Sadr. Le mausolée de l'imam Ali est l'un des lieux les plus saints pour les chiites. Chaque année, des millions de fidèles viennent s'y recueillir. Il y a un mur d'enceinte, une cour, et au centre, une vaste salle carrée qui accueille la dépouille d'Ali. Son tombeau est incrusté de pierres précieuses. Les murs sont recouverts de cristal. À l'extérieur, une coupole de 7777 briques d'or pur. En contrôlant ce lieu, Moqtada Sadr détient une puissance politique et financière considérable. Pour pouvoir travailler, il faut absolument avoir l'accord de Moqtada Sadr ou de l'un de ses adjoints. C'est son porte-parole qui me reçoit. Il est le dernier dirigeant encore présent à l'intérieur du mausolée. Notre leader, Moqtada Sadr, est un Nadjaf. Avec son armée, avec son peuple. Et il ne sort pas de Nadjaf. Il l'a dit précédemment. Cheikh Shaibani m'avouera hors caméra qu'il est trop risqué pour leur chef de rester dans le mausolée. Le bâtiment peut tomber à tout moment en mains des Américains. C'est ailleurs dans la ville qu'il se cache. Finalement, il va m'autoriser à rester sur place, mais je ne pourrai filmer ni les combattants, ni leur position. Pourtant, pour comprendre quelles sont les forces en présence, je dois me rendre en première ligne. Direction le front Est, au bout du marché. La mission d'Hassan, déloger des snipers américains. Stop. Doucement. Doucement. Attention au tir. C'est la technique utilisée par les Marines pour maintenir la terreur sans s'aventurer à pied dans la vieille ville où les risques d'embuscade et de pertes humaines sont énormes. À l'intérieur. Non, pas ici. Tu vois la fenêtre là? La fenêtre au-dessus. Oui, au milieu. Fais attention, fais bien attention. Regarde à l'intérieur, en haut. Oui, là. Dans l'ouverture. Oui. Le tireur américain est repéré. Il est en face. Sur ce toit. Pour avoir un meilleur angle de tir, Hassan change de pièce. Les Américains sont venus soi-disant pour nous apporter la liberté et la démocratie. C'est pas vrai. Ils sont venus nous coloniser, faire de nous leurs esclaves. C'est impensable. On s'est débarrassé de Saddam et on se débarrassera d'eux. Et au milieu de cette guerre, dans les ruelles de la Médina, est terrorisé. Demande-lui où est sa famille. Ma famille est dans cette maison. Suis-moi. Ils ne soutiennent pas Moqtada Sadr, jugé trop extrémiste. Leur seul tort, s'être trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Combien de temps qu'ils sont bloqués ici? Depuis le début des opérations, on n'est pas du tout sorti. De toute façon, pourquoi aller mourir ailleurs, à l'autre bout de la terre? Il vaut mieux rester ici. Et pour ne pas mourir ici, c'est avec femmes et enfants qu'ils s'entassent, à 8, dans une cave. Allumez la lumière. Vas-y, descends. On est à 2 étages, sous terre. On vit au jour le jour, avec les bombardements et rien d'autre. On reste assis là et on a peur. On n'a rien à manger. On n'a rien, on ne sait rien. Vous voyez des familles enfermées qui ne comprennent pas le sens de cette guerre. Nous sommes des pacifistes. Nous sommes des habitants de cette ville et nous ne soutenons aucun des deux camps qui se battent
et qui divise la ville. On ne veut pas de cela. On veut un gouvernement de la stabilité et de la sécurité. Retour au mausolée. C'est l'heure de la dernière prière. Et comme tous les soirs à 23 h, les avions de chasse et les hélicoptères remplacent les... Impassibles, subissant le siège depuis près de 3 semaines, les fidèles prient et chantent dans le fracas des bombes. On est venu ici pour mourir en martyr, au nom de la religion, au nom de Dieu, au nom de l'islam, et tout ça sans gilet pare-balles. C'est ça l'Amérique. Leurs roquettes ne nous feront pas bouger d'ici, ni tous leurs éclats d'obus, ce sont des colonisateurs. Pour montrer leur détermination et surmonter leur peur, les 400 pèlerins se mettent à tourner autour du tombeau d'Ali. Moi je dis rien, c'est la caméra qui parle et voici la vérité. Regardez, ce sont leurs armes. Voici les nôtres. C'est au milieu des fidèles que je vais passer ma première nuit de bombardement. Au petit matin, tout est calme. Épuisés par la chaleur et le bruit, les hommes... Première explosion, le signal du réveil. Pour conserver leur dignité et garder le moral, ces hommes s'affairent. Comme chaque matin, il faut faire disparaître les traces des combats de la veille. Il est 7 h. À l'extérieur, la ville brûle toujours. Sortir du mausolée est de plus en plus dangereux. Pourtant, dans la rue, il reste encore un semblant de vie. Les premiers réveillés viennent boire une tasse de thé. En quelques minutes, un petit marché se met en place. Glace, de la glace. Des boissons, des biscuits, des cigarettes. Les commerçants profitent du moindre instant de calme pour tenter d'écouler leurs marchandises. Dieu merci, on vend notre marchandise aux gens de l'armée du Mehdi et à ceux qui sont dans le mausolée. Vous n'avez pas trop peur de sortir de chez vous? C'est bon, j'arrive encore à faire mes courses. Et ce n'est pas trop difficile, on s'en fout. Il n'y a rien de difficile pour nous. Les tirs viennent du sud. Pendant la nuit, les blindés américains ont progressé de plusieurs centaines de mètres. Ils encerclent maintenant la totalité du mausolée. Ils sont au bout de cette rue. Je rejoins les combattants de l'armée du Mehdi. Au total, ils sont un petit millier dans toute la ville. Pas d'uniforme, pas de formation militaire. C'est une armée de 100 grades, sans aucun équipement, mais poussée par une motivation à toute épreuve. Ils sont par où? Où? Par là ou ça? Nous, on cherche à se libérer, même si on doit mourir en martyr. Qui ça? Ok, qu'il monte. Qu'il passe par le toit. Le combattant qui va passer par les toits a pour mission de déloger un char. Il apparaît, de l'autre côté de la rue, lance-roquettes sur l'épaule. Il n'aura pas eu le temps de tirer.
Il vient d'être atteint par une balle américaine. Faut pas filmer les morts. Allez le chercher en passant par derrière. Une seule balle en pleine tête. Sadoun avait 27 ans. C'était son deuxième jour de combat. Comme vous venez de le voir, un sniper américain vient de tuer l'un de nos soldats. Et grâce à Dieu, il ira au paradis. Comme vous l'avez vu ici, on se bat vraiment. Nous voulons, nous allons gagner, avec l'aide de Dieu, avec l'amour de Dieu. Le mort est évacué, le 4e depuis le début de la matinée. C'était le meilleur ami de ce combattant qui parle un anglais parfait. D'origine irakienne, il a un passeport britannique et est arrivé il y a 2 mois en Irak pour soutenir la lutte de ses frères chiites. Votre famille, vos amis sont au courant que vous êtes venu ici pour vous battre? Je leur ai dit que je revenais dans mon pays, mais pas pour me battre. Juste que je revenais dans mon pays pour commencer une nouvelle vie après le départ de Saddam Hussein. Et pour que ma famille et mes amis me reconnaissent, voici ma signature. Ils se souviendront de moi en voyant cette bague. La vie joyeuse que j'avais ne me manque pas. J'ai vécu une vie de plaisir et je suis venu ici pour vivre une vie de souffrance. Dans les zones de guérilla urbaine, il ne faut jamais rester trop longtemps au même endroit. Et surtout, éviter les rues principales, pour ne pas se trouver dans la ligne de mire des snipers. À travers les dédales des ruelles de la vieille ville, je croise des combattants qui se reposent. Leur armement rudimentaire, toujours à portée de main. Quelques vieilles pétoires, des lance-roquettes et des mortiers. On est loin de la haute technologie américaine. Dans ces conditions, il est de plus en plus difficile de résister. Les combats se rapprochent. La dernière porte du mausolée se ferme. Ses occupants sont définitivement pris au piège. Voici les derniers blessés qui rejoignent l'infirmerie. Une petite pièce qui sert de salle d'opération, débordée, impuissant. L'unique médecin assisté de 2 infirmiers tente l'impossible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Demandez ce qui lui est arrivé. L'artère est coupée. Il est dans un état critique. Dans 1 heure, il sera mort. L'ambulance ne peut pas sortir. Il demande un hélicoptère, une ambulance. Ici, ils sont 6, les cas les plus graves. Plus loin, s'entassent 70 blessés. On ne peut plus les évacuer. Cet hôpital de fortune va très rapidement se transformer en morgue. Les civils qui ont été blessés sont les plus nombreux, mais la plupart sont encore dans leur maison. Il y en a encore beaucoup en ville. On ne peut pas les transférer ici parce que... Dès qu'on sort, ils nous tirent dessus. Même à l'agonie, les blessés fanatisés ont encore la force de louer leur chef. L'atmosphère est de plus en plus tendue. La défaite semble inéluctable. Et pour la première fois, le porte-parole de Moqtada Sadr parle d'un arrêt des combats. Si les forces d'occupation se retirent jusqu'à leur position antérieure, qu'elles retournent dans leur base, alors l'armée du Mehdi s'engage à rendre les armes et à retourner à la vie civile. En attendant d'éventuelles négociations, le siège continue. Selon la tradition musulmane, il faut enterrer les morts au plus vite. Et comme il n'est plus question de sortir de cette enceinte, des volontaires ont creusé des trous sous le mausolée. C'est dorénavant à cet endroit que ceux qu'ils appellent des martyrs seront inhumés. Une 4e journée commence. Encore une fois, les affrontements ont duré toute la nuit. Il y a eu plein de bombes. Des tonnes de bombes. Toute la nuit. Ce matin,
Il n'y a pas de répit. Il n'est plus question de petits marchés et de tasses de thé. Tu ne peux pas sortir. C'est trop dangereux. Recule. À l'extérieur, contre le mur d'enceinte, on aperçoit les chars américains à travers la fumée. Ils sont tout proches, à quelques dizaines de mètres. Écoute. Tu entends le moteur? Tu entends le bruit du moteur? Si ça continue comme ça, les Américains vont finir par se retrouver face au mausolée. Un volontaire veut bien m'accompagner pour voir ces blindés de plus près. Il m'affirme que les combattants vont les repousser. Il paraît que les Américains sont juste derrière. Allez-y, c'est par là, en courant. Courir, pour éviter les tirs américains de plus en plus précis. Je crois qu'on peut les voir. Il veut les filmer. La ligne de front n'est plus qu'à 20 mètres du tombeau d'Ali. Les combattants de l'armée du Mehdi ne contrôlent plus les rues. Pour progresser, ils passent dans des trous à travers les maisons. Ici sur le front nord, ce sont des chiites iraniens qui sont venus aider leurs frères de Najaf. Attention, je vais tirer. Attention, je vais tirer. La riposte américaine est immédiate. Le mur derrière lequel s'abritait le tireur est détruit. Les Américains sont des malades. Comme toujours, ne pas rester trop longtemps au même endroit. Entre deux rues, au milieu des balles et des bombes, les civils les plus démunis tentent de survivre. Venez, monsieur. Regardez. Je n'ai rien à manger. Pas de thé. Tout est fini. Vous venez d'où, vous? Je suis français. Moi? J'ai 4 enfants. Regardez où je vis. Je dors ici. Il me reste les cigarettes offertes par les combattants. C'est tout. Retour vers la mosquée. Les Américains n'hésitent pas à tirer. De l'autre côté de la place, des combattants désormais habitués à ma présence me demandent si tout va bien. Ok, t'es bien rentré? Il y a des chars là-bas qui tirent. Et des snipers aussi. Inch'Allah. À l'intérieur, un cessez-le-feu serait bientôt signé et le siège levé. C'est la voix qui s'échappe du minaret qui donne les dernières nouvelles. Mon interprète me les traduit. Nous avons gagné. Nous avons gagné la bataille. Quelques chars qui sont arrivés jusqu'ici, jusqu'à pas très loin d'ici. L'armée de Mahdi a fait un attaque, elle a brûlé certaines de ces chars et les autres sont... Certaines. Ah ouais. Et les autres sont partis. Les fidèles manifestent leur joie d'avoir gagné. Ce n'est que de la propagande. Les tirs américains continuent et se rapprochent. Les éclats de roquettes et de missiles tirés des avions jonchent le sol. Dans cette cour, plus personne n'est à l'abri. Ahmed, Ahmed. Ils ont visé le mausolée, ça a explosé. La porte, tout est cassé. Mon Dieu, ce qu'ils ont fait est insupportable. Toutes les vitres du tombeau d'Ali ont explosé en pleine prière. Il y a des blessés. Voilà tous les blessés. 1, 2, 3, 4. C'est contre l'islam, ça. Un bombardement pendant que des musulmans sont en train de prier. C'est invraisemblable. Pour une fois, le haut-parleur du minaret délivre une information bien réelle. Des manifestants chiites venus de tout l'Irak s'approchent du mausolée.
La porte sud est enfoncée. Ils sont des milliers à avoir répondu à l'appel des dignitaires chiites pour sauver le tombeau d'Ali et restaurer la paix à Nadjaf. La grande majorité des manifestants n'est pas favorable à Moqtada Sadr. Elle soutient l'ayatollah Sistani, un modéré. C'est grâce à lui que la crise a été dénouée. Moqtada et ses hommes vont quitter le mausolée. On peut dire maintenant qu'un cycle s'est achevé puisque les forces d'occupation se sont engagées à se retirer de la ville sainte. L'armée du Mehdi va également se retirer. Mais allez-vous rendre vos armes au gouvernement irakien ou aux Américains? Non, c'est hors de question. On ne rend pas les armes. À l'extérieur, c'est la joie. Les manifestants embrassent les combattants de l'armée du Mehdi. Pour l'instant, c'est la fin des combats et les armes vont disparaître. Cela fait 2 jours que je suis dans la rue. Ils ont tué tout mon groupe. Les chars américains reculent, submergés par la foule. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'en ai aucune. J'ai même aucune idée de ce qui se passe ici. Je pense qu'ils viennent prier, ils viennent sûrement pas à un anniversaire. Aujourd'hui, les chiites ont retrouvé une certaine unité au détriment des Américains et du gouvernement irakien. Bush est foutu, le gouvernement irakien est foutu, l'Amérique est foutu. Vive le Mehdi, vive Sistani, vive Sadr, vive l'Irak. Vous pouvez enfin sortir? Oui, oui, avec l'aide de Dieu. Il y a des blessés derrière. C'est notre première tournée pour évacuer les blessés. Tout va bien, tout va bien. Nous sommes heureux maintenant. La victoire. Les chiites ont le sentiment. Nadjaf est pour l'instant pacifié, mais l'Irak reste un pays en guerre.